Et salut à tous les amis, c'est le Cinéphile contre-attaque et on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo sur le nouvel Hollywood. Générique! Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qu'elle avait très peu content décidé. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais c'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était dentiste, quelle avanie. Donc faut savoir que ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, c'est les films qui sont réalisés et produits entre 1967 et 1980. Le premier film ayant lancé le nouvel Hollywood, c'est Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Et le film à avoir clôturé officiellement le nouvel Hollywood, c'est La Porte du Paradis de Michael Cimino. Il faut savoir que le nouvel Hollywood, c'est né dans un contexte économique assez particulier pour les studios, parce que vers la fin des années 60, aux États-Unis, il y a une jeunesse plus politisée et plus au courant de l'actualité qui commence à prendre le dessus, on va dire. C'est la génération des boomers, fameuse, la génération qu'on appelait à cette époque-là la génération sexe, drogue et rock'n'roll, qui en avait marre de voir le cinéma aseptisé de cette époque-là. Hein. Quand on dit aseptisé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le politiquement correct. C'est la fin en fait de l'Hollywood classique, donc les Hitchcock, les Howard Hawks, et George Cukor aussi. Ces jeunes, et c'est en partie pour ça que le nouvel Hollywood est né, voulait un cinéma plus représentatif de la réalité, et qui parle aussi de ce qui se passe dans le monde, avec la guerre du Vietnam, les assassinats politiques, les scandales politiques, puisqu'on est dans la même période que la guerre du Vietnam, l'assassinat de Martin Luther King. Kennedy, c'est un peu avant. Dans les années 70, il y aura le scandale du Watergate. C'est né en grande partie des jeunes qui veulent se sentir représentés dans ce cinéma-là. Le fait que les jeunes aient dans un premier temps moins fréquenté, les jeunes, on dirait j'ai 50 ans, le fait que les baby boomers, on va les appeler, aient de moins en moins fréquenté les salles de cinéma, ça a poussé les studios, vu qu'ils étaient en perte économique, à financer des scénarios qui sont plus audacieux. Le cas de Deliverance, par exemple, est assez particulier parce que c'est un film de studio. C'est pas un scénario écrit par John Boorman. Le script a circulé entre les mains de plusieurs réalisateurs, dont Sam Peckinpah, et finira par atterrir dans les mains de John Boorman. John Boorman, je vais le détailler après, mais il s'est vraiment emparé de ce scénario et emparé de ce script, et donc ce qui fait que c'est, au final, c'est devenu un film d'auteur. Mais ils avaient assez peur de ce film-là. Ils finançaient à tâtons. Ils avaient proposé à Boorman de mettre 2 têtes d'affiche dans le film pour s'assurer un succès. Donc Boorman est parti voir Jack Nicholson et Marlon Brando. Les deux ont accepté, mais ont accepté avec un cachet de 500 000 $ qui était jugé un peu trop cher par le studio, par la Warner. C'était le studio qui a financé, qui a produit Deliverance. Et un tas d'autres films, dont Bonnie and Clyde. Donc, ils n'ont pas accepté, ils ont financé seulement à 2 millions de dollars le film, et ils ont, entre guillemets, donné, enfin plutôt, c'était imposé, mais mais ça s'est transformé en liberté. Donc, ils ont, on va dire, donné, entre guillemets, la liberté à John Boorman de tourner avec des acteurs inconnus. Et c'est comme ça qu'on aura le quatuor de Deliverance, Burt Reynolds, Jon Voight, Ned Beatty, Ronny Cox, qui deviendront célèbres grâce à ce film. Donc c'est dans ce contexte financier qui a priori est défavorable aux réalisateurs que paradoxalement ils ont trouvé leur liberté créative. Délivrance, ça va nous servir de fil rouge pour cette vidéo, parce que Dieu sait que j'ai aimé ce film et Dieu sait que j'adorais faire une vidéo sur ce film. Le fait que le film ait un faible budget, ça a permis réellement à John Boorman de s'impliquer dans ce film en tant qu'auteur, et d'impliquer les acteurs également, et d'impliquer toute l'équipe dans le film. En fait, si vous voulez, l'ambiance du film, en fait, ce qui est bien avec les films du Nouvel Hollywood, c'est que vu que c'est des films à petit budget pour beaucoup, l'ambiance du film, elle est présente à la création et dans le résultat final. C'est ça que j'adore des fois dans certains films, c'est qu'on sent que les acteurs étaient vraiment impliqués dedans. Et là, pour être impliqués, ils étaient vraiment impliqués, hein. Il n'y avait pas de doublure cascade. Donc la blessure que se fait Burt Reynolds, c'est une vraie blessure. Ils sont impliqués corps et âme, en fait. Que ce soit le réalisateur, l'équipe, les acteurs, et également les figurants, parce que les figurants, parlons-en peu. Ils n'ont pas pu payer de figurants professionnels, donc ils ont engagé des locaux qui sont tous consanguins. Donc ce qui rajoute un propos critique, d'autant plus critique au film, par le fait qu'il soit consanguin, ça invoque une idée de cloisonnement, la thématique du cloisonnement qu'on va retrouver dans le film La forêt d'émeraude de John Boorman,
sorti en 85. Et le fait qu'il s'approprie des thématiques de délivrance dans d'autres de ses films, ça montre que, pour le coup, Délivrance, c'est un film d'auteur et c'est un film majeur dans la filmographie de John Boorman. Il y a clairement un après et avant Délivrance. Depuis que Boorman a fait Délivrance, à chaque fois qu'il y a des scènes de kayak et de rivière dans son film, ça fait automatiquement penser à Délivrance. Pour ceux qui ont vu le film Hope and Glory, mais je sais pas si vous avez vu la deuxième partie où ils sont à la campagne, je sais pas pour vous, pour ceux qui l'ont vu, mais moi en tout cas ça m'a fait vachement penser à Délivrance. Did you get a bite, Bill? No. Did you? No. Pareil, moi, Excalibur, avec la fameuse main qui sort du lac, faisant référence à Délivrance, où il y a encore une fois la main du cadavre qui sort du lac. Franchement, John Boorman, c'est un cinéaste talentueux, vraiment, il faut voir ses films, c'est impératif. Il faut s'abonner à cette chaîne aussi. En plus du fait qu'il s'approprie toutes les thématiques de Délivrance dans sa filmographie, ce qui montre d'autant plus cet aspect auctoriel, c'est que John Boorman est parti tourner dans les Appalaches parce que le scénario l'imposait officiellement, mais officieusement, il avait dit dans une de ses interviews, c'est pour éviter l'influence des studios. Il faut savoir que dans l'ancienne Hollywood, donc l'Hollywood classique dont je parlais au début, les studios, peu importe le réalisateur, hein, ça pouvait être des gros réalisateurs comme Alfred Hitchcock ou Howard Hawks, avaient tendance à vouloir tripatouiller dans les films pour qu'ils soient calibrés à la volonté du producteur. Ce qui a poussé certains, dont Monsieur Hitchcock, à créer des techniques pour que la vision du réalisateur soit respectée dans le film. La fameuse technique d'Hitchcock, c'était qu'il coupait les prises une fois qu'elles étaient finies. Et donc, ce qui forçait le monteur, qui était payé par les studios à l'époque, à monter le film qu'avait en tête Hitchcock. Donc, ça, on va dire, c'est un peu la technique de Boorman, c'est d'aller, en tout cas sur Délivrance, c'est d'aller le plus loin possible des studios. En ce qui concerne le tournage, le nouvel Hollywood est issu de la nouvelle vague. Tout comme pour la nouvelle vague, il bénéficie d'une technologie plus légère et plus portative, des caméras donc qui leur permettent de tourner dans des lieux impraticables. Par exemple, dans Délivrance, les scènes de kayak, mais aussi les scènes d'escalade où on voit John Voight escalader la falaise. Il faut savoir que tous les cinéastes du Nouvel Hollywood avaient une volonté un peu de se représenter. Ce qui permet, on va dire, de présenter toutes les cultures, toutes les générations, surtout les plus jeunes, du coup, la génération sex, drug et rock'n'roll. Et ce qui nous permet de faire une transition vers la contre-culture. Donc la contre-culture, c'est ce qu'on appelle généralement la culture hippie. Et le film, par excellence, qui parle de culture hippie, c'est Easy Rider, de Dennis Hopper. Easy Rider, ça raconte l'histoire de deux hommes qui sillonnent l'Amérique d'Est en Ouest, ce qui nous permet d'avoir un éventail large des profils américains traditionnels, l'American Way of Life, auquel nos héros ne se reconnaissent pas trop dedans. C'est un road movie, ce qui nous permet de dépeindre l'errance, d'où le fait qu'ils ne se reconnaissent pas dans les profils typiques de l'Amérique de cette époque. En même temps, on découvre une nouvelle culture, la contre-culture. C'est une forme un peu de para-société, hein, la culture hippie, c'est à côté de la société. On a vraiment tout ce développement autour de leur mode de vie, nomade, anticonformiste. On voit des gens fumer de l'herbe à tout va. Enfin, lui, il fume tout le temps. Et c'est la génération sexe, drogue et rock'n'roll. Alors, on en voit valser tout préjugé, on s'en fout. Là, c'est des hippies, ils fument de la drogue, ils font ce qu'ils veulent. Et ouais, ce qui nous permet vraiment de découvrir ce mode de vie auquel nos héros se reconnaissent plus. Et surtout, on voit un peu que c'est une génération s'est perdue, un peu comme la plupart des héros du Nouvel Hollywood, qui ne sont pas totalement des héros, qui sont ce qu'on appelle des anti-héros. Donc les anti-héros, il faut savoir que c'est à l'opposé de ce qui était magnifié par Hollywood avant, mais aussi après avec les blockbusters. Dans le Nouvel Hollywood, les anti-héros, c'est des gens qui sont pas forcément vecteurs du bien ou vecteurs du mal. Ils peuvent combiner le pire de l'humain comme le meilleur de l'humain. Des fois, certains, ils peuvent être grossiers, ils peuvent être vulgaires, ils peuvent tuer des gens. Je pense notamment à Bonnie et Clyde. Parfois, ils peuvent être attachants parce que faut savoir que l'anti-héros, c'est monsieur et madame tout le monde. Ça peut être vous, ça peut être moi. C'est vraiment pas le héros inaccessible et magnifié par Hollywood d'autrefois. C'est pas quelqu'un de tout blanc en termes de moralité, hein, on s'entend. Ouais, c'était à l'époque, avant le nouvel Hollywood, on était forcément du côté du héros, du côté du bien, du côté de la moralité, du
côté du juste et on n'était pas forcément, ou en tout cas très rarement, du côté du mal. Ce qui va être complètement boulonné par un film dont on va parler après. Mais tout d'abord, je vais vous présenter un peu ce qui se faisait avant à Hollywood. Avant le nouvel Hollywood, il y avait ce qu'on appelait le code ACE, qui régissait les règles à respecter pour qu'un film voie le jour. Ça a été régi dans les années 30, une époque où les mœurs sociales traditionnelles étaient dominantes. Il faut savoir que c'était très compliqué pour le cinéaste de faire avec le code ACE, parce qu'il limitait en fait toute liberté artistique. Il privilégiait la tradition à la modernité. C'était pas un code qui prônait l'ouverture, on va dire. Sauf qu'en 67, un film a débarqué et a envoyé boulonner le code ACE. Vraiment, faites une croix sur le code ACE. Il a été enterré par ce film-là. Ce film, c'est Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Et tout ce qui est prohibé par par le code ACE y est présent. Scène de sexe à l'écran, on tue des gens, on est du côté des hors-la-loi et on n'est pas forcément de happy end, ce qui était prôné par l'ancienne Hollywood. Pour le coup, là, dans le livre, pardon, de Peter Biskind, ou Biskind, je sais pas comment on prononce, mais ils avaient dit dans le premier chapitre qui est dédié à Bonnie and Clyde, d'ailleurs on les voit juste là, ces deux personnages, ils avaient dit qu'ils n'étaient pas au courant, ils avaient donné un coup de pied dans la fourmilière et qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui allait se dérouler après. Genre, ils savaient juste qu'ils ils ont créé une brèche, mais ils savaient pas du tout ce qui allait se passer après. Et ça, je trouve ça incroyable, le fait qu'il y ait des mouvements du cinéma qui naissent et qui disparaissent. Faut savoir que le nouvel Hollywood, c'est issu d'une conjoncture. J'avais dit que c'était issu de la nouvelle vague. Plus précisément, c'est issu d'une conjoncture mondiale du renouveau du cinéma. Donc, il est issu de la nouvelle vague, qui elle-même est issue du néoréalisme italien et qui est probablement issu d'un autre mouvement. Et encore aujourd'hui, il y a des nouveaux mouvements qui se créent. Je pense notamment à dernièrement avec Obsession et Backrooms et Iron Lung aussi, où on a genre une émergence des cinéastes qui viennent de YouTube et qui, pour le coup, avec des thématiques très actuelles et propres à la Gen Z, vont créer des films, pas forcément des nouveaux types de films, mais des films qui, avec des thématiques de notre génération, quoi. Ce qui était le cas, pour le coup, avec le nouvel Hollywood, où il y avait des thématiques de la génération des boomers. Et moi, je trouve ça incroyable, tout ce renouveau du cinéma. D'ailleurs, le nouvel Hollywood, c'est une de mes phases préférées du cinéma, hein. C'est limite ma préférée. Moi, je suis fier de mon achat, je le secoue comme ça. Je trouve ça impressionnant parce que c'est fou à quel point c'est un peu comme un château de sable, en fait. Ça se construit, ça se déconstruit pas facilement, mais je sais pas, genre c'est la magie du cinéma, quoi. Et la magie du cinéma, la magie du monde, hein. C'est pas que dans le cinéma, hein, dans les autres arts, dans le monde entier, il y a des choses qui se font et qui se défont. Et je trouve ça incroyable. Une thématique importante également du nouvel Hollywood et qu'on voit dans plein de films, dans Deliverance, dans Easy Rider, dans Bonnie and Clyde, mais aussi dans Massacre à la tronçonneuse, qui est un chef-d'œuvre. Il y a une division entre l'Amérique citadine et une Amérique profonde, qui est représentée comme une Amérique rurale, hostile et sauvage, une Amérique pionnière, mais complètement déconnectée du reste du monde, et qui est cloisonnée sur elle-même, comme on a pu le voir avec Deliverance, que j'ai cité plus tôt. L'Amérique pionnière, elle fait face à l'Amérique citadine, une Amérique ultra connectée, conformiste, qui vit dans un confort permanent, une Amérique ultra capitaliste, et complètement déracinée de ce qu'elle est et de ce qu'a été l'Amérique jusqu'à il y a quelques siècles plus tôt, une Amérique complètement sauvage et encore vierge, entre guillemets, hein, parce qu'il y avait déjà des gens qui habitaient en Amérique avant les colons. Malheureusement, l'histoire n'est pas en leur faveur. Je trouve ça fascinant parce qu'il y a une forme de guerre de sécession, entre guillemets, dans le sens où c'est aucune de ces Amériques-là ne se comprend entre elles, et les deux, elles sont complètement destructrices, que ce soit pour les hommes, à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle, entre guillemets, nationale. Enfin, je veux dire, toutes les deux, elles rendent fous les Américains qui vivent dedans. D'ailleurs, la folie, c'est une thématique omniprésente dans le nouvel Hollywood. Chaque film parle à un moment ou à un autre de la folie américaine. Je pense notamment à Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, où on a toute la folie des grandeurs mise au service
mise au service de la guerre et d'une tuerie de masse, où ils ont utilisé du napalm qu'ils ont jeté sur les pauvres Vietnamiens. Une folie, genre plus rien ne va dans les films du Nouvel Hollywood. Ils montrent une Amérique et un monde où plus rien ne va, où tout est complètement désespéré. C'est le cas dans tout le Nouvel Hollywood, mais surtout dans une deuxième partie du Nouvel Hollywood, avec notamment Les Hommes du Président de Alan J. Pakula, qui remettent complètement en question les institutions, l'institution politique surtout. Plus personne ne sait à qui faire confiance. La question que pose le film Les Hommes du Président, c'est pouvons-nous encore avoir foi en institution politique. Et la question de la confiance, elle est cruciale dans le Nouvel Hollywood. Dans Délivrance finit dans une ambiance de paranoïa générale entre les survivants. Et tout le monde, en fait, j'ai pas remarqué ça au premier visionnage, mais c'est un film de survie. Forcément, la méfiance, elle est présente un peu partout. Ils se méfient de la nature, ils se méfient des autres aussi, des campagnards, ils se méfient aussi des autorités locales vers la fin du film, avec le fameux caméo de James Dickey. C'est une question vraiment fondamentale et c'est une question, je pense que du coup, la génération sexe, drogue et rock'n'roll, mais aussi les plus anciens, hein, parce qu'on divise le Nouvel Hollywood en deux catégories de cinéastes. Ce qu'on appelle la deuxième génération étant la plus connue, sont des baby boomers avec des réalisateurs du style Spielberg, George Lucas et j'en passe, mais aussi une autre génération plus ancienne avec des réalisateurs qui étaient déjà installés. Sam Peckinpah, Stanley Kubrick, aussi Arthur Penn, qui avait déjà commencé à faire des films. C'était des thématiques c'était des questions que les gens se posaient à cette époque-là. Donc pour finir, le Nouvel Hollywood, c'est né de la volonté de certains cinéastes, d'avoir un cinéma certes plus politique, mais surtout et avant tout plus libre. Parce que j'ai oublié de préciser, mais il y a une forme d'insolence dans les films du Nouvel Hollywood, surtout dans Bonnie and Clyde, où, comme il le disait, ils avaient donné un coup de pied dans la fourmilière. C'était là vraiment genre pour faire ce qu'ils veulent, quoi, pour qu'il n'y ait pas un cinéma qui soit censuré, pour qu'ils aient envie pour qu'ils soient plus libres et que ça soit amusant. C'est vraiment genre, on pourrait dire que c'est insolent d'un certain point de vue, dans le sens où, pour le coup, croit sur le code ACE, surtout avec la fin de Bonnie and Clyde, on s'attarde vraiment genre sur le fait que ça soit une bad end, une fin triste. On les voit comme ça avec un ralenti, ils se font fusiller, on a aucune censure, on voit le sang et tout. C'était vraiment un cinéma purement rebelle, quoi. C'est ça, le Nouvel Hollywood, c'est un cinéma purement rebelle. Merci à ces cinéastes d'avoir eu cette idée-là et d'avoir comme une volonté commune de créer des films plus libres, et ce qui, pour le coup, aidera beaucoup les réalisateurs par la suite, notamment dans leur renommée. Je veux dire, les réalisateurs, ils ont pu acquérir une place aux États-Unis, hein, tout aussi prestigieuse, voire même des fois plus prestigieuse que le producteur. Parce qu'il faut savoir qu'avant, tout l'aspect de l'auteur était attribué, toutes les dimensions doctoriales étaient attribuées au producteur. Doctorial, ça vient du mot auteur. Et maintenant, grâce à ces cinéastes-là, le réalisateur est aussi considéré comme un auteur aux États-Unis. Et ça, merci à ce cinéaste. Sur ce, c'était le Cinéphile Contre-Attaque. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!